légèrement, voilà. Je vais essayer. Le problème, c'est que je ne peux pas tourner la tête. Donc, c'est un peu compliqué, parce que je ne vois aucun d'entre vous. J'ai cette lame avec ce trépied. On a la religion. Donc, écoutez, on va faire avec. Et, donc, bonjour, merci d'avoir eu le courage d'affronter la pluie, ou d'être bloqué ici, d'être resté, parce que vous êtes bloqué justement par la pluie à l'intérieur de cette bibliothèque. Et merci de nous consacrer un peu de votre samedi après-midi. Donc je vais vous représenter, parce que un des plaisirs de ce genre d'exercice, c'est quand même de s'auto-congratuler. Donc je m'appelle Emmanuel Pirat, je suis bel et bien avocat, je suis spécialiste effectivement des questions officiellement dites de droit d'auteur et de droit de la presse. Ça veut dire en pratique de liberté d'expression aussi, de propriété intellectuelle, mais aussi de liberté d'expression, sur laquelle je reviendrai évidemment pour parler de censure. Donc je traite en pratique des questions qui sont liées à la diffamation, la vie privée, ce qu'on appelle l'outrage aux bonnes mœurs, voilà, tout ce carcan de textes juridiques qui permet d'interdire un message, qu'il soit visuel, cinématographique, télévisuel, textuel, qu'il s'agisse de presse, qu'il s'agisse de livres, etc. Je dis tout de suite que comme je suis avocat au barreau de Paris, membre du Conseil de l'ordre, je suis un mercenaire. C'est-à-dire que je suis à la fois contre la censure, le plus souvent, mais je suis parfois payé pour moi-même, évidemment, paradoxalement, poursuivre et empêcher la diffusion de certaines informations parce qu'elles sont, selon mes clients, considérées comme attentatoires à leur dignité, leur honneur, leur vie privée, etc., etc. Donc, je vais parler avec un discours qui est celui du citoyen, celui du lecteur, celui du cinéphile, du mélomane, ce que vous voudrez. Et puis, il y a en moi, malgré tout, qui serait toujours l'avocat, qui est capable d'être d'un côté comme de l'autre, puis ensuite, qui paradoxalement aussi passe son temps à lire des manuscrits, à les corriger, à les censurer pour qu'ils puissent être édités sans avoir procès. Vous voyez, donc, bienvenue en pleine... Je souffre officiellement d'une hernie discale, je pense que je souffre depuis très longtemps de schizophrénie. Donc on va parler de censure, avec quelqu'un qui est à la fois avocat donc, de censeur et avocat pour des gens qui sont attaqués par des censeurs, mais également chargé donc, de censurer pour éviter les procès de censure. Je suis aussi écrivain, et donc à ce titre, je suis beaucoup plus libre d'ailleurs dans mes propres livres que je ne le suis avec ceux de mes clients. Parce que les gens sont persuadés qu'au motif que je signe des romans et des livres d'art ou des livres sur la censure, comme il y en a ici, ils sont persuadés que tout est bordé juridiquement, donc que je n'ai commis aucune faute, donc que je suis inattaquable. Ils sont persuadés parce que c'est moi qui signe comme avocat, etc. Et donc je me permets beaucoup plus de fantaisie que je non autorise à mes clients s'ils me soumettaient un de mes manuscrits, j'aurais intérêt, c'est impossible de publier, sans procès. Donc, vous voyez, le paradoxe, c'est que je vais vous parler de censure en étant moi-même, en jouant de la censure comme auteur, en étant éditeur également. J'ai une petite maison d'édition indépendante qui se veut contre la censure, et puis je travaille en même temps pour un gros groupe qui s'appelle Plomb, qui appartient à Editis, qui appartenait au groupe Vivendi, qui appartient à un groupe qui s'appelle Planeta, qui est le 4e truc au monde de communication et d'édition. Et je suis moi-même aussi publié, par exemple, chez Fayard, qui appartient à Hachette, qui appartient à Lagardère, qui donc vend des missiles. Donc la vraie question aussi, c'est dans quelle mesure suis-je libre de vous parler aujourd'hui de censure, étant moi-même payé par la maison Lagardère qui fait des missiles en même temps. Donc, ce sont des questions intéressantes. C'est juste pour vous donner un peu le bain, le fond de décor dans lequel on va tremper pendant un petit moment ensemble, si vous êtes d'accord. Dernier point, en préambule. Donc, pardonnez-moi, il y a des questions quand on va parler de censure que je vais aborder en essayant de les aborder le plus franchement possible, politiquement, humainement, littérairement, mais sur lesquels il peut m'arriver d'être en porte-à-faux dans mon attitude en tant qu'avocat, ou d'avoir moi-même, en raison de ce que nous sommes chacun individuellement, on a tous une partie en nous de censure. Il y a tous, chacun d'entre nous, il y a quelque chose qui l'irrite et fait qu'il serait capable de demander l'interdiction de quelque chose qui le froisse parce que ça porte atteinte à ses convictions religieuses, personnelles, à ses convictions non religieuses, justement, à ses convictions politiques, à sa vie privée, à son droit à l'image, etc. Donc, finalement, on va parler un peu cet après-midi des censeurs potentiels que nous sommes parce qu'ils sont assez révélateurs de la société contemporaine et de la façon dont la censure a pris un visage moderne et contemporain, dont elle organise, elle s'est adaptée, elle est de son temps. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien aujourd'hui parce qu'il s'est parfaitement adapté, c'est la censure. Voilà, dernière mise en bouche ou en dernier préliminaire.
Oui, on va parler de censure en parlant de façon contemporaine un peu, on fera des allers-retours un peu dans l'histoire, et puis un peu géographique. Hier j'étais au Japon, j'arrive du Japon, donc je suis désolé, je suis à la fois malade et en décalage horaire. Hein, donc vous pardonnerez, il est tard pour moi, j'étais à Tokyo hier. Donc voilà. Mais la censure au Japon, c'est par exemple quelque chose d'intéressant parce que j'ai vu des images, j'ai suivi pour des raisons professionnelles, donc j'ai passé mon temps à lire des textes et à voir des images éditées par des Japonais qui vous sembleraient incroyablement scandaleux. Tout ça, c'est abominable, vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai vu. Je me suis rehaussé l'œil comme pas permis, et en même temps dans une société dans laquelle beaucoup de choses sont interdites qui nous sembleraient, nous, très anecdotiques. Donc on reviendra tout à l'heure sur ces critères, on va dire, très subjectifs qui font qu'une censure peut extrêmement facilement bouger d'un pays à un autre, d'une ligne à un autre, d'un individu à un autre, d'un moment à un autre. Donc, par exemple, hier, la presse japonaise se faisait l'écho, d'une certaine façon, de ce qui... Vous savez qu'il existe un conflit en ce moment territorial entre la Chine et le Japon, sur des îles. Et hier, la marine chinoise tentait de réveiller un peu les Japonais, donc en faisant des manœuvres autour de ces fameuses îles. Alors, il s'avère que pour des tas de raisons diverses et variées, je lis le japonais. Donc, je l'ai passé au baccalauréat il y a très longtemps, et donc j'arrive à peu près à comprendre ce que ça raconte. Et les médias japonais hier étaient très intéressants à regarder. Si je regardais sur Internet les médias français, et je ne lisais pas les mêmes faits, les mêmes événements du tout. Je lisais deux versions totalement différentes d'un même événement. Donc hier, dans la presse japonaise, qui est quand même très nationaliste, qui est très encadrée, malgré tout, dans une société démocratique, hein, libre comme la nôtre, c'est intéressant de voir d'un seul coup jaillir en direct des formes de censure, d'autocensure, de la part des médias japonais. Je peux vous dire que le journal japonais de télévision, de la NHK, la grande chaîne publique de télévision, présentait le conflit avec la Chine comme, voilà, de façon caricaturale. Il n'y a pas d'équivalent d'ailleurs dans la presse française, parce que personne n'est passionné, on va dire, par l'affaire sino-japonaise. On n'est pas nous-mêmes partie prenante, donc on n'a pas d'avis, on regarde tout ça avec un petit peu de distance et un début de ce qu'on croit être de l'objectivité. Mais donc c'est impossible, il faudrait que j'aille faire un tour en Chine au même moment pour avoir le point de vue, d'après moi, totalement inverse. Et on a un point de vue qui vient d'une société donc, a priori peu démocratique, la Chine populaire, et pas d'une société démocratique a priori qu'est le Japon, et les deux sont tout aussi antagonistes ou tout aussi subjectifs. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut commencer par penser que nous sommes nous-mêmes des censeurs, que nous sommes nous-mêmes l'objet de beaucoup d'a priori intégrés pour arriver à comprendre la censure moderne et comment elle s'épanouit et comment nous nous complaisons aussi avec la censure. Parce que le premier paradoxe, la première chose qu'il faut retenir, c'est que nous sommes dans une société démocratique, mais que la censure vit toujours. Donc la censure est prenante. Par exemple, on vient m'informer il y a 5 minutes que cette conférence serait filmée. Je ne vais pas avoir la même attitude avec une conférence filmée que si elle ne l'était pas. Pourquoi ? Parce que lorsque je parle devant cette caméra et devant vous, il y a les mêmes effets de droit. Je produis un discours, et juridiquement c'est la même chose. C'est-à-dire que si je me mets à diffamer quelqu'un, si je me mets à parler de la vie privée de quelqu'un d'autre, etc., juridiquement ce sont les mêmes textes. Mais en pratique, ça ne sera pas les mêmes conséquences. Vous tous avec moi, qui suivez mon discours et qui le prenez depuis le début jusqu'à la fin, vous serez apte à l'analyser dans son intégralité, dans sa globalité. Vous aurez peut-être un petit moment de somnolence, hein, cher ami, donc ne fermez pas trop. Non, je plaisante. Mais il y a peut-être un moment de somnolence, un moment comme ça de dispersion, mais globalement, on aura été ensemble pendant 1 heure et vous serez capable de remettre, de contextualiser ma pensée. Ce que j'ai dit, un mauvais jeu de mots, une blague un peu outrancière, vous serez capable de la contextualiser. Le problème, c'est que là, vous voyez, dans la mise en ligne qui va être faite d'ici peu de temps de ça, et quand on prend 2 secondes, eh bien on a cette chose que hier j'essaie de décortiquer dans le taxi au rentrant de l'aéroport, l'histoire du type qui engueule la fille de la SNCF et qui aurait été mise en ligne. Vous voyez de quoi je veux parler? D'accord. Moi j'ai mis 30 secondes parce que j'étais un peu déconnecté, vous voyez, en me lisant les journaux japonais. Mais voilà, donc on sera aussi décontextualisé que ça, c'est-à-dire quelqu'un qui engueule une employée de la SNCF en prenant un ton outrancier, en lui parlant avec mépris au motif qu'il est supposé gagner plus qu'elle, etc. Enfin bref, et tout ça, sorti d'un certain contexte, devient
une histoire qui permet d'interpréter, de donner une vision des faits ou de la société. Et, voilà. Remis dans le contexte, d'ailleurs, c'est pas beaucoup plus glorieux hein, pour l'intéresser, mais c'est juste que ça change totalement la nature de la lecture que l'on peut faire de ces événements. Donc, quelques secondes prises sur Internet font que je vais avoir un discours plus modéré, ou parfois moins incisif, ou moins violent, entre guillemets, moins libre, que je ne pourrais l'avoir sans être filmé. Parce que derrière, il y a donc un mécanisme juridique, et ici aussi, hein, mais sauf qu'ici vous allez a priori pas me faire de procès dans la seconde. Enfin, je l'espère en tout cas. C'est intéressant parce que nous sommes dans une société qui, a priori, est libre et où la parole et la liberté d'expression est un droit constitutionnel, même un acquis de la Révolution française. Et pourtant, je suis payé, et bien payé pour le savoir, certains jours. Donc, il y a 420 textes à peu près dans mon recensement de 400 textes de droit qui, d'une façon ou d'une autre, permettent d'interdire un message. C'est beaucoup pour une société démocratique dont la liberté d'expression est un principe constitutionnel. Vous savez, c'est quand même... c'est pour ça qu'il va falloir apprendre à regarder, on va faire ça un peu ensemble, à regarder les images et les textes et les discours avec un tout petit peu avec un discernement encore plus accru, encore plus nécessaire. Parce que si vous n'avez pas conscience qu'il existe 420 textes à peu près, donc, qui permettent de limiter une image, de limiter un texte, de limiter un discours, de limiter une prise de parole en public, au théâtre, dans des chansons, dans une conférence, alors vous n'arriverez pas à décoder ce que racontent les journaux et la façon dont la télévision est formatée. Je suis par exemple l'avocat de chaînes de télévision, notamment d'une grosse chaîne de télévision publique, il n'y en a pas 30 000, et je regarde à l'avance les montages qui sont faits de reportages, qui doivent être diffusés. Donc, je ne parle pas des choses en direct, quasi direct. Hein. Je parle de choses qui sont préparées avec quelques jours d'avance. Et donc, je passe mon temps à donner des consignes pour éviter d'avoir un procès. Donc, la façon dont le journal télévisé est filmé, la façon dont les images et les événements sont racontés est déjà biaisée à l'avance parce qu'il y a conscience de l'existence de 420 textes, incorporation ou intégration dans les rédactions du fait qu'il y a 420 textes dont il faut prendre compte, passage par les services juridiques ou par les services de l'avocat si on sent qu'on est sur un sujet à problème, consigne générale donnée par moi-même à l'ensemble des rédactions en permanence avec les formations à l'appui, etc. Et à la fin, donc, une image qui vous semble neutre, plus ou moins bête, il faut bien le dire, parce que la télévision c'est quand même très lénifiant et très avertissant. Sincèrement, une demi-heure de journal télévisé, c'est un quart d'une page d'information d'un quotidien. Donc, autant vous dire qu'en une demi-heure, on ne raconte rien. Donc, mais on peut vous raconter rien en le connotant. De façon, non sans, c'est pas une intention de vous tromper, de vous manipuler, comme c'est le sujet de la conférence qu'on fera notre ami le samedi 8 décembre, d'ici, donc voilà. Et donc non pas dans l'intention de vous manipuler, mais simplement pour éviter d'avoir un procès. D'avoir un procès qui ne fera pas de scandale, qui ne créera pas de manifestation, qui fera que personne ne s'emportera, à part une ou deux personnes, une ou deux ligues de vertu, des associations, un individu. Et un procès aujourd'hui, pour une chaîne de télévision publique comme celle que je défends, c'est, on va dire, quelques milliers d'euros d'honoraires, de frais, plus de 10 à 30 000 euros par procès en risque juridique de condamnation. Alors vous me direz, c'est pas grand-chose. Multiplié à l'aune des 17 000 procès que l'on fait en France dans ma spécialité, chaque année, 17 000 procès à 30 000 euros, vous savez qu'à la fin, ça suffit largement pour cadrer l'information et pour que les services juridiques soient au petit doigt, le doigt sur la couture, en train d'écouter les services financiers. Donc, vous savez qu'on parle de réduction de budget de la télévision publique. Donc, quand on doit couper 280 millions d'euros de budget, autant vous dire que l'un des premiers réflexes, c'est s'il y a un procès qui coûte cher, c'est plus de procès. Donc, vous devez avoir conscience que nous avons la chance immense de vivre dans une société démocratique et libre, et avoir conscience néanmoins que cette liberté est grignotée de jour en jour par l'émergence de nouveaux droits, l'émergence de nouveaux remparts pour protéger la vie privée des uns, la race des autres, les convictions religieuses d'un tiers, la vie sexuelle d'un autre, etc., etc. Et tous ces éléments qui nous permettent de vivre ensemble sont néanmoins des barrières à la liberté d'expression. Donc, vous devez comprendre qu'à partir de 1789, la liberté d'expression rentre dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et elle devient partie intégrante de notre Constitution par la suite. Aujourd'hui, sous la Ve République, la Constitution française, dans son préambule, fait référence expressément à celle de 46, qui fait référence à
à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Donc, principe constitutionnel, il y a une liberté d'expression en France. Mais il y a une virgule. Dans le texte de 1789, il y a une virgule, qui est donc, etc., sont libres, virgule, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Et là, patatras. Patatras parce que depuis 2 siècles et des cacahuètes, et quelques décennies, la loi en a beaucoup disposé autrement. Avec une fâcheuse habitude qui est de continuer à rajouter de nouveaux textes de censure sans jamais revenir en arrière et effacer ceux qui nous semblent à un moment ou à un autre, on va dire un peu vermoulus, un peu trop durs, un peu inutiles éventuellement. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Par exemple, vous vivez, il y a une majorité de femmes, c'est toujours bien les médiathèques, parce qu'on sait qu'on voit que les hommes regardent la match de la télévision, le football de la télévision, et les femmes en revanche lisent et viennent aux conférences. Donc, moi qui arrive d'une société très machiste, le Japon, je vous dis que ça fait du bien d'arriver là. Une femme ne peut pas sortir dîner avec un homme sans que ça soit un problème, enfin, c'est pas très évident. Donc là, c'est le contraire, donc c'est très bien. Une majorité de femmes, vous pouvez vous interroger, quand vous sortirez d'ici, regardez dans la rue et dites-moi à un moment ou à un autre si, dans votre vie, vous avez déjà vu une publicité pour les contraceptifs. Je ne parle pas de la capote, hein, je parle du stérilet, de la pilule. Je vous demande si vous avez déjà vu une publicité. Jamais, vous êtes d'accord. Dans la rue, non. Vous n'avez jamais vu de publicité. Pourtant, ça me semble un produit, on va dire, d'usage assez répandu, et il y a quand même une clientèle qui est assez nombreuse. Et pourtant, c'est un produit qui est interdit de publicité. Il n'y a pas de publicité parce que c'est interdit. Et c'est interdit en raison d'une loi qui a été prise à la sortie de la Première Guerre mondiale, qui interdit la propagande antinataliste. Et la propagande antinataliste, c'est donc la publicité pour les contraceptifs. Donc, en raison d'une loi prise à la sortie de la Première Guerre mondiale pour repeupler la France, parce qu'il fallait éviter en quelque sorte que les femmes puissent contrôler leur propre, être maîtresses de leur corps, on a donc pris une législation qui aujourd'hui interdit de faire de la publicité pour les contraceptifs. C'est assez phénoménal parce que si vous lisez le Code de la santé publique, ce qui est mon métier, vous lisez qu'à un endroit que la publicité est autorisée seulement sur les documents qui servent à expliquer l'usage du produit en question et à l'intérieur de l'emballage du produit en question. En clair, c'est la notice. Donc il n'est permis de vanter les mérites de la pilule que sur la notice qui accompagne la pilule. Vous voyez le problème? Donc, et donc nous vivons aujourd'hui, un siècle plus tard, avec une législation qui a été conçue pour la sortie de la guerre de 14-18. Je ne conteste même pas qu'elle soit bonne ou mauvaise. Hein. Vous voyez, je suis quand même très complaisant, parce que je ne suis même pas en train d'interroger si c'était pertinent ou pas pertinent. Mais mettons que voilà, c'était pertinent. Est-ce que c'est pertinent en 2012 d'avoir une législation pour repeupler la France qui interdit donc de faire la pub pour les contraceptifs? L'autre bout de la lorgnière, quand on regarde le problème, c'est le nombre de jeunes filles enceintes, de jeunes filles enceintes, on va dire, involontairement. Voilà. Et donc ces deux choses sont très intéressantes. Ce qui m'intéresse, c'est par exemple comment aussi on va laisser éventuellement un discours, toujours dans le même sujet, hein, comment on va laisser éventuellement des chansons. Il y a du rap, il y a une chanson qui a été un gros succès cette année qui glorifie le fait qu'une jeune fille soit maman. Mais quand je dis une jeune fille, c'est une très jeune fille. Et donc dans la chanson, elle tombe enceinte, elle doit avoir 14 ou 15 ans. On ne sait pas si elle a 14 ou 15 ans, peu importe, mais ça glorifie, c'est une ode aux mères. Et en même temps, c'est, on va dire, l'exact message qu'aurait voulu faire passer le législateur de 1914-1918. Vous voyez, c'est intéressant. Et donc, de la part de jeunes gens qui se veulent dans comment dire, en train de chercher des limites et d'être dans la provocation, d'être en train... Donc, ils pensent être en train de contester la liberté d'expression, d'être en train de contester la censure tout en permanence. Ils s'inscrivent dans le droit fil de ce qu'est la pensée dominante du censeur en matière de législation. Enfin, en législation, je veux dire en droit, ils sont dans la pensée la plus, la plus censurée et la plus unifiante. Donc, mais ce sont voilà. Donc d'un côté, pas de publicité pour la capote, pas de publicité pour les contraceptifs, la capote, il y a une tolérance qui est faite seulement depuis qu'on a considéré que le sida coûtait trop cher. Donc c'est à partir de 1991 seulement que le ministère de la Santé a décidé de tolérer la publicité pour le préservatif masculin. Le préservatif féminin, non.
donc masculin et point. Et c'est une tolérance. Donc, en revanche, le reste, peu importe. Et en revanche, on peut faire des chansons librement dans ce pays pour vanter le fait d'être maman à 14 ans. Alors c'est intéressant parce que ça renvoie aussi, si je prends comme ça des lois, je fais juste une petite démonstration avec quelques empilements de textes un peu anciens. Il y a, si je continue dans mon raisonnement en prenant une jeune fille, la majorité sexuelle dans ce pays est à 15 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 15 ans, vous avez le droit d'avoir des relations sexuelles consenties avec qui bon vous semble. Majeurs, mineurs, du même sexe, de sexe différent, c'est 15 ans, la majorité sexuelle. Et puis, l'éducation sexuelle est obligatoire à l'école à partir de 12 ans. Donc, 12 ans, vous apprenez comment ça marche. 15 ans, vous avez le droit de le faire. Et ce qu'on appelle l'outrage aux bonnes mœurs ou le message à caractère pornographique, ça concerne les publications donc, qui mettent en scène le sexe, d'une façon ou d'une autre, et qui le proposent comme, on va dire, qui présente sous un jour favorable à la sexualité, donc le fait d'avoir des rapports sexuels, qui explique éventuellement le plaisir, et leur visionnage, leur publication, leur diffusion, leur lecture est interdite pour les mineurs, mais là ce sont les mineurs de 18 ans, c'est-à-dire en dessous de 18 ans. Donc à 12 ans vous apprenez comment on fait l'amour à l'école, à 15 ans vous avez le droit de le faire, et à 18 vous comprenez que ça peut vous procurer du plaisir. Et vous avez le droit enfin à la littérature érotique. Donc vous voyez, et ce sont 3 lois qui ne sont pas concertées, évidemment elles ne le sont pas, qui sont 3 lois qui répondent à des préoccupations différentes. Mais ces 3 lois combinées font que, dans mon métier, on considère qu'on est en réalité majeur véritablement sexuellement qu'à 18 ans. Alors que dans la réalité, on l'est à 15. Et à l'école, on l'est à 12. Donc dans la salle de classe, on est à 12, mais dans la médiathèque, on peut l'être qu'à 18. Ça va, vous... Hein? Vous voyez, donc ici, c'est beaucoup plus répressif qu'à l'école. L'air de rien. Hein, on est d'accord. Et puis ici, comme d'ailleurs, vous ne voyez pas de pub pour les contraceptifs. Vous me direz, c'est pas l'endroit. Ouais, mais alors quel est l'endroit pour ça? Bah, la pharmacie. Pour réception d'endroit, il y a la pub à l'intérieur, il y a des trucs. On est d'accord. Donc, finalement, nous sommes assez conformistes. Et finalement, nous avons assez bien intégré des mécanismes de censure auxquels vous n'avez pas nécessairement réfléchi jusqu'ici. Le seul qui vous a éventuellement intéressé jusqu'ici, c'était votre majorité sexuelle. Parce que vous êtes sorti à un moment, on va dire, plus ou moins impliqué ou concerné. Donc, vous avez plus ou moins une idée, vous savez vaguement que juridiquement, ça devait être 15 ans. Donc, quand vous le savez a posteriori, quand vous en avez 14, etc., ou 15 ou 16, vous apprenez cette discussion pour plus tard. Mais c'est intéressant parce qu'elle permet de comprendre ensuite la façon dont les films, la télévision, les lectures, les médiathèques sont conçues. Donc là, c'est public, ado, adulte. Entrée libre. C'est entrée libre, mais c'est ado, adulte, hein, pour d'autres conférences. Donc, ça veut dire quoi, entrée libre, ado, adulte? Pour vous, c'est libre ou pas libre? Mais non, ça n'est pas tant que ça. C'est libre, mais est-ce qu'on continue la conférence si on a une petite fille de 6 ans qui rentre? Non. Bon, et donc on la fait peut-être pas de la même façon. Si j'avais amené ma fille, j'en ai 2, elles ont 7 et 2 ans et demi. Celle de 2 ans et demi, à la rigueur, elle ne comprend pas. Donc, pourquoi pas? Celle de 7 ans, c'est un problème. Donc 2 ans et demi, c'est pas un problème, 7 ans, c'est un problème. Et puis là, pour une jeune fille, vous avez quel âge, pardon? 20 ans, merci. Benjamin, donc c'est bien. Vous voyez, donc l'air de rien, on a intégré ici, sans le vouloir, hein, parce qu'on a pensé à bien, parce qu'on s'est dit, mieux vaut prévenir que guérir, mieux vaut qu'on dise plutôt ado adulte que d'avoir quelqu'un qui, à un moment, une mère de famille qui est choquée, quelqu'un qui se lève, à un moment où moi je vais modérer plus mon discours, parce que d'un seul coup je vois des gosses qui m'arrivent. Par moment, c'est comme au palais de justice, la justice est libre, vous savez, c'est-à-dire qu'on dit elle est publique. Ce qu'on appelle la publicité des débats fait que vous pouvez rentrer dans une salle d'audience et assister à peu près à tout et n'importe quoi. Les seules choses qui sont non permises, c'est en théorie les affaires de mœurs, les affaires mettant en scène des mineurs, mineurs de 18 ans, hein, d'accord, et les affaires familiales. Tout le reste, c'est publicité des débats. C'est-à-dire que vous pouvez pousser la porte et rentrer. Eh bien, ce qui est formidable, c'est que de temps en temps, on plaide des affaires. Moi, je plaide des affaires de messages à caractère pornographique, par exemple, des violents, avec des choses très 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 violentes et très très osées. Et il y a des classes le mercredi après-midi qui viennent. Et alors, vous êtes partagés parce que vous êtes en train de plaider.
et vous commencez à rigoler avec le magistrat, on est tous des garçons habillés en robe. Donc autant vous dire que le truc est un peu étrange, un peu décalé, quand il faut avoir un peu d'autodérision, parce que sinon... Et donc, je plaide votre fois sur une parodie qui est faite d'une chanson de Mylène Farmer en utilisant des mots uniquement connotés sexuellement. Et arrive une classe. Et là, vous vous demandez ce que vous faites. Est-ce que vous continuez à avoir le même discours? Est-ce que vous continuez pas à avoir le même discours? Et la même classe a le droit d'écouter ce discours, parce que c'est public, à la salle d'audience de justice, mais en revanche, à la télévision, vous pouvez vous pencher attentivement sur les programmes. Hein. Vous avez, à partir des fictions qui sont toutes labellisées comme étant, elles ont été diffusées dans des cinémas où tout est tout public. Et elles ne passent à 20h30 ou 20h50 plutôt que des films tout public. Il est extrêmement rare que l'on prenne le risque juridique de diffuser autre chose. C'est seulement à partir de deuxième partie de soirée ou troisième partie de soirée que vous avez un film pour lequel il y a encore un autre texte réglementaire qui est celui des affichages -12, -10, -10. Ça vient d'où -10? Vous savez d'où ça vient? Moi non. Moi, dans le métier, c'est de savoir d'où viennent toutes ces choses. -10 ne correspond à rien. Il y a une chaîne de télévision un jour qui a décidé qu'on pouvait mettre -10 et que ça c'est un critère. Je ne sais pas ce que ça correspond à quoi ça correspond comme critère. Enfin, si je sais, mais ça ne repose sur aucune loi. Comme vous l'avez compris, c'est 12 pour l'éducation sexuelle, c'est 15 pour la majorité. Donc, et par ailleurs, pour la violence, c'est éventuellement 18 parce que le message à caractère pornographique, ce qu'on appelle l'outrage aux bonnes mœurs, avant c'était outrage aux bonnes mœurs et à la morale publique et religieuse. Formidable, non? Et aujourd'hui, c'est messages à caractère pornographique, attentatoire à la dignité humaine ou violent. Donc le message violent, c'est 18 ans. On peut le voir quand on a 18 ans. Mais à la télévision, vous pouvez le voir à 20h au journal télévisé, sans problème. Et puis à 20h50, sous forme de fiction, vous ne pouvez plus le voir. Et sous forme de fiction, d'ailleurs, beaucoup de choses sont transformées ou réinterprétées. Par exemple, à 20h50, vous voyez des films ou des séries télé avec des gens. Et c'est assez fascinant parce que, par exemple, on a mis, pour la conférence des États politiques, on a mis des choses sur la censure avec les cigarettes. Vous avez vu, il y a Tati, etc., il y a Sartre. Et moi, ça m'a frappé parce que j'arrive du Japon, une société où on peut fumer. C'est une société où on fume encore. Hein. Je veux dire, on fume publiquement, dans beaucoup d'endroits encore. Et on fume à la télévision. Et alors là, je vous assure que c'est très étrange de voir des gens fumer à la télévision aujourd'hui. Parce que même dans une fiction, à 20h50, je vous mets vraiment au défi. Si vous regardez la télévision demain soir, qui est un truc des dimanches soirs de pluie, éventuellement on se laisse aller à même regarder TF1. Donc regardez sur TF1, je ne sais pas ce qui va passer, mais je suis certain qu'il n'y a pas de cigarette. Les gens ne fument pas. Dans les séries policières, sur TF1, on met toujours sa ceinture de sécurité. Vous n'avez pas remarqué les gangsters? Vous savez, hier, il y a eu un casse, visiblement, ou une tentative de braquage à Bobigny, ou je ne sais plus, quelque chose dans cette salle. Aubervilliers, merci. J'étais dans l'avion, et après, j'ai rattrapé dans le taxi, alors je mélange un peu les choses. Et les braqueurs, est-ce que les braqueurs s'enfuient en mettant leur ceinture? Je ne pense pas, instinctivement. Mais en revanche, à la télévision, oui. Regardez bien, et vous verrez que quand ils attaquent des banques également en s'enfuyant en moto, ils mettent toujours leur casque. Alors vous me direz, c'est pour pas être reconnu par la caméra. Oui, mais ils mettent quand même leur casque, quelles que soient les circonstances. Et le flic qui les poursuit met sa ceinture. Et vous ne verrez jamais le flic démarrer à 180 à l'heure une course-poursuite sans ceinture. Je vous mets au défi. Et donc si vous regardez en revanche la télévision japonaise, aujourd'hui, les gens ne mettent pas la ceinture. Et c'est quand même. Et donc ils fument. Et dans des fictions contemporaines. Donc, il existe une disposition que vous connaissez, qui est la loi Evin, qu'on appelle la loi Evin, qui date de 1991, sur la publicité en faveur de l'alcool et du tabac, qui fait qu'il est interdit de présenter sous un jour favorable l'alcool et le tabac. Vaste programme, hein, parce que donc on a commencé par éliminer les marques de cigarettes sur les voitures. Ça ne veut pas dire qu'on les élimine, pardonnez-moi, sur les vraies voitures, hein, les Formule 1. On les élimine à l'écran, par un procédé d'incrustation vous savez, de marques. On les élimine et on les remplace par de l'eau minérale. Non, mais il y a un groupe industriel suisse qui fait de l'eau minérale et des cigarettes. Donc, il faut les deux. Donc c'est assez pratique. S'ils achètent de l'espace sur une voiture, ils peuvent remplacer une marque par une autre, de leur propre groupe.
Donc, et nous avons donc intégré ça. Puis après, on a intégré le fait que, éventuellement, quelqu'un dans une fiction, ou un polar, ou un film qui serait en train de fumer une cigarette, ça serait une incitation à fumer. Et donc, on a commencé à intégrer le discours selon lequel il fallait être juridiquement prudent. Et on est arrivé à cette chose. Vous avez cette image qui est ici, sur la petite affichette, pardonnez-moi, avec Jacques Tati sur son vélo en train de fumer une pipe. Elle a été supprimée lors d'une rétrospective à la Cinémathèque. Donc on n'est pas en Cinémathèque, on est a priori dans un lieu quand même, on peut dire, assez emblématique. Donc dans une rétrospective Tati ne fumait plus. Il avait un petit truc avec, pour faire du vent, vous savez, des petites hélices, là, comme on fait, voilà. Donc aujourd'hui, nous avons intégré, donc, instinctivement, et nous serions les premiers à être un peu bizarrement choqués ou gênés de voir quelqu'un en train de fumer à la télévision. Donc, mais en réalité, il y a un texte de loi qui nous a accompagnés, nous a devancés. Nous sommes cadrés plus vite, en réalité, que la société. La question qui se posera, c'est comment ce texte de loi va évoluer. Pour l'instant, il n'y a pas de jurisprudence. C'est-à-dire que personne n'a été condamné pour avoir montré une cigarette dans un film. Mais la chose est tellement juridiquement intégrée que les services juridiques, aussi bien à la Cinémathèque que par exemple la Bibliothèque nationale de France, il y a Jean-Paul Sartre là en train de fumer, la Bibliothèque nationale de France, la BNF, François Mitterrand, vous savez, sur les quais, dans le 13e, avait fait une exposition sur Sartre. Et donc Sartre ne fumait plus sur la fiche de la BNF. Alors déjà qu'il douche, mais sans la clope, ça faisait de toute façon le truc sans la clope plutôt. C'est étrange, il douche vraiment dans le et puis la Poste avait enlevé la cigarette de Malraux dans la célèbre photo de Gisèle Freund. Vous savez, c'est où il a les cheveux un peu comme ça au vent et il a la bouche un peu ouverte, mais s'il n'a pas de cigarette, il a vraiment l'air idiot. Il a un peu comme moi, il a l'air comme ça, un peu paralysé, quoi, tétanisé dans le vent. Et donc on lui avait, alors comme la Poste n'est pas une machine, les machines de censure sont toujours intéressantes parce qu'elles sont assez idiotes. Elles ne marchent pas très bien. Elles voudraient, mais elles arrivent pas complètement. Donc la Poste a édité le même jour, vous savez, un timbre au premier jour. Vous savez, c'est des enveloppes avec le... Et alors sur l'enveloppe, donc il y a du timbre au premier jour, il y a Malraux qui fume, et il y a le timbre dessus où Malraux ne fume plus. Donc vous avez un effet de propagande politique chinoise avec les personnages staliniens, avec les personnages qui disparaissent, vous savez, au gré des réformes et des purges. Donc vous avez des ministres qui sont bannis, qui tombent dans l'opprobre, etc. Donc nous, le Malraux fume, il ne fume pas sur la même image, enfin, à 2 cm de distance. Donc, quand vous commencez à intégrer et à empiler ces 420 textes, vous êtes d'accord avec moi qu'on peut commencer à arriver à percevoir qu'il y a un phénomène donc très très fort d'autocensure. Ce premier phénomène, il est indispensable à intégrer. Le phénomène selon lequel on ne censure pas des vieilles lois, on n'élimine pas non plus, on ne censure pas la censure, on n'élimine pas de vieux textes de loi, vous l'avez compris. Donc par exemple du contraceptif, mais je pourrais multiplier. Hein. Il y a, par exemple, moi j'aime beaucoup les textes militaires, enfin pro-militaires. Parce que c'est toujours ça va très très loin. J'ai été l'avocat de Cabu, vous voyez le dessinateur. Cabu, il a eu, quand j'ai commencé, j'ai eu 17 procès pour Cabu. 1 par l'Église, 16 par l'armée. 16 par l'armée. L'armée poursuivait, alors c'était notamment, on faisait pour incitation à passer au rang de l'ennemi. Parce que moi j'adorais, parce que c'est les dessins dans le canard enchaîné, incitation à passer au rang de l'ennemi. Donc parce qu'ils se foutaient de la gueule des généraux, etc. Il y avait la guerre en Irak, il y avait plein de trucs. Donc le fait de ridiculiser l'uniforme, c'est incitation à passer au rang de l'ennemi. Et c'est un texte qui, vous l'avez compris, n'est pas un texte très contemporain. Ce sont des... Voilà. Il y a aussi un texte que j'aime beaucoup parce qu'il s'appliquait à moi quasiment, parce que je fais partie, comme beaucoup de mes successeurs ici, il y en a beaucoup, donc ça va, de la génération qui avait un service militaire obligatoire. Et donc il y a un texte de loi que j'adore parce qu'il existe encore, qui est la propagande à inciter les jeunes gens à échapper à leur devoir de service national. Donc, le métier d'armée, c'est con, devant un lycée, vous étiez poursuivi pour avoir détourné les jeunes gens de leur devoir de faire leur service national. Donc le texte existe toujours. On ne sait pas à quoi il sert, parce qu'en ce moment, comme il n'y a plus de service national obligatoire, il y aura peut-être un service civique obligatoire, on n'en sait rien, donc peut-être qu'on l'interprétera, mais donc ce texte, on ne les enlève pas. On n'enlève pas l'histoire sur les contraceptifs, la propagande antinétaliste, on n'enlève pas les textes militaires, on n'enlève pas toute une gangue comme ça, qui à un moment ou à un autre peut resservir. Parce que c'est extrêmement facile à utiliser. Ces 17 000 affaires dont je vous parle, de combien vous en avez eu l'écho? Si vous êtes capable de me citer 2-3 affaires de diffamation de bonne mœurs, sur l'année dernière, vous seriez déjà très fort. Vous seriez déjà très alerte.
Donc il y en a 16 997 ou 98 qui sont passés à l'AS. Voilà. Les projets de censure contemporains s'appuient sur ces 420 textes et quelques. Et puis, au besoin, on va en créer de nouveaux selon l'événement. Ce qui est intéressant, c'est que la télévision française, qui est quand même, aujourd'hui, on va dire, qui reste malgré Internet le média le plus puissant, donc le plus, en tout cas celui qui est capable en un seul message de toucher le plus grand nombre de gens à la seconde, donc est un produit de la censure, donc vous l'avez compris, contraint par tout un tas de choses, tout un tas de règles, je vais revenir dessus, puis, et en même temps produit de la censure. C'est-à-dire que la télévision est capable de s'emballer pour un phénomène, et ce phénomène fait que d'instinct, le personnel politique va réagir et prendre position en raison d'un fait divers qui est monté en épingle dans le journal de 20 heures, et donc décider d'un seul coup qu'il y a un problème de censure à prendre, qu'il y a une attaque à la liberté d'expression à autoriser. Par exemple, on discute en ce moment, j'ai vu que pendant que j'étais parti, la ministre de la Culture a dit qu'il faudrait éventuellement revenir sur les lois sur la présomption d'innocence, notamment sur la loi Guigou. Vous savez ce que c'est, comment ça marche la loi Guigou? C'est ce qui fait que quand vous écoutez la radio, on dit toujours le présumé assassin. Normalement, on est présumé innocent, on n'est pas présumé assassin. Hein. Quand même, le texte de loi, c'était donc le respect de la présomption d'innocence. Donc ça se traduit, par le fait qu'on va prendre des précautions oratoires tant que les gens ne sont pas définitivement condamnés. Résultat, c'est une interprétation qui est complètement inverse qui est faite, puisque donc on présume que les gens sont meurtriers, assassins, violeurs, etc. Mais on rajoute présumé, donc ce qui fait une langue non seulement mauvaise, on va dire une syntaxe lourde, mais en plus une erreur juridique flagrante. Donc les gens sont présumés assassins. Donc le présumé assassin de la petite machin, etc., etc. Et là où la loi Guigou est formidable, c'est qu'elle a été pensée, et puis à un moment, il y a eu un fait divers. Il est arrivé dans une station de sport d'hiver, ne me demandez plus laquelle, très sincèrement j'ai complètement oublié, qu'un guide de haute montagne a entraîné des clients dans une excursion hors piste, et plusieurs sont morts dans une avalanche. Le type a été arrêté, le guide de haute montagne, et placé en garde à vue dans la gendarmerie locale. Les gendarmes locaux du fin fond des Alpes donc l'ont mis au cachot, au cachot, quel lapsus. Et puis France 3 Région et d'autres, des télés privées comme il y a Télé Mont Blanc, machin, etc., sont venus et on les a laissés filmer le type qui était dans la cellule. Le type de la cellule n'avait pas nécessairement envie d'être filmé. Et donc en plus, il venait de passer quelques heures en garde à vue, ce qui n'est pas un endroit agréable, je peux vous le dire, en tant qu'avocat et fils de flic, je le sais doublement. Donc le type était dans la cellule et avec des menottes. Parce qu'évidemment, on avait ouvert la porte de la cellule pour pouvoir filmer. Donc on lui a mis des menottes, parce que sinon on peut s'échapper, on ne sait jamais, de la cellule. Et donc on l'a filmé, et il s'est réfugié dans un coin, comme ça. Et donc les images qui sont passées au journal de 20 heures, c'est le type qui essaie de se protéger des caméras, avec les menottes. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a réfléchi, on a dit que c'était humiliant. Là, le balancier est venu dans l'autre sens. C'est-à-dire après avoir voulu poursuivre le guide de haute montagne, on s'est dit c'est le guide de haute montagne qui doit être protégé. Et donc c'était en pleine discussion parlementaire, arrive ce fait divers, et donc un amendement, dans la foulée, qui dit il ne faut pas montrer les gens menottés à la télévision. Résultat des courses, la loi Guigou fait qu'aujourd'hui, enfin du nom de la ministre de la Garde des Sceaux de l'époque, je n'ai rien personnellement contre Elisabeth Guigou, je me fous. La loi Guigou fait qu'on ne peut pas montrer des personnes menottées ou entravées, au motif que ça pourrait porter atteinte à leur propre dignité. En réalité, ce qui nous choque, c'est pas le fait qu'on passe des menottes, c'est le fait qu'on puisse montrer quelqu'un avec des menottes. C'est-à-dire qu'on n'a pas enlevé les cas de menottage qui nous permettent, dans la loi française, la police française continue à menotter à tour de bras, c'est le cas de le dire, à tour de poignet. Mais en revanche, nous ne voyons plus personne menotter à la télévision. Ou quand on voit des gens menottés, c'est flouté. Ou quand on les voit, vous savez, on a l'impression, quand on voit les gens, quand vous voyez les images de la télévision, c'est très étrange. Quand il y a une arrestation ou un type qui est conduit au palais de justice, il a toujours un blouson sur lui. Alors, je veux dire, la raison, c'est pas que le type veut être sous le blouson, c'est que les flics lui mettent le blouson pour que les images puissent passer à la télévision sans être floutées. Parce que sinon, on devrait flouter les menottes. Vous voyez Donc, le type ne veut pas nécessairement être montré, on n'en sait rien. Ce qui est certain, c'est que d'emblée, ce qu'on appelle l'escorte, dans mon jargon, quand on est au palais de justice, c'est l'escorte qui accompagne les détenus, ou les gardiens à vue, peu importe, enfin, les gens qui sont retenus prisonniers, d'une façon ou d'une autre. L'escorte leur colle le blouson sur les mains
pour qu'ils puissent être filmés. Parce qu'on sait que les caméras sont là et qu'on veut montrer néanmoins des images montrant qu'on vient d'arrêter le présumé violeur. Donc non seulement il est présumé violeur ou assassin, mais en plus, en raison de la loi sur la présomption d'innocence également, on va lui coller un blouson sur la tête parce qu'on lui cache les mains, ou alors on va lui couper le tronc. Vous vous souvenez de Bertrand Cantat à Vilnius? Les images de Bertrand Cantat à Vilnius, c'était Bertrand Cantat, il n'y a plus de bras. Il y a eu une première image qui est apparue très vite, puis elle a disparu des écrans, on le voyait filmé par la télévision lituanienne, avec des menottes, parce qu'en Lituanie, il n'y a pas de texte sur les personnes menottées ou entravées. Alors, elles sont, on va dire, normalement menottées. Donc, la télévision lituanienne a fait des images sans faire attention. Puis juste après, comme le premier client, c'était la télévision française, on a dit non, il ne faut pas les menottes. Et donc, ils ont coupé. Donc, il n'y avait plus que le tronc de Bertrand Cantat. Bertrand Cantat n'était plus menotté ou entravé. J'ai aucune sympathie pour Bertrand Cantat, soyons bien clairs. C'est juste pour l'image, parce qu'elle a beaucoup marqué. Et donc, de la même façon, vous avez des images qui vont intégrer un phénomène juridique de censure et ne pas le contester. Et donc devenir des images qui désinforment, d'une certaine façon. Parce que quand vous ne montrez plus les menottes, comment savoir combien de personnes sont menottées, quel est le traitement réservé aux gens qui sont arrêtés? Ensuite, vous pouvez faire la même chose. La presse écrite n'est pas en reste. Si vous prenez Libération, pour prendre le journal qui a la plus grande culture iconographique, on va dire le quotidien, il y a néanmoins encore le plus de photos, de photos en tout cas intéressantes, a priori. Si vous prenez Libération, c'est très, très amusant parce que si vous regardez, par exemple, les paysans français n'ont pas de visage. Parce que il s'avère que certains paysans auraient pu attaquer quand il y avait les problèmes de la vache folle. Au motif que ça aurait été diffamatoire de montrer un paysan avec une vache et faire un article sur la vache folle, ça voudrait dire que ces animaux sont contaminés. Donc, il est susceptible d'attaquer. Donc, comme il est susceptible d'attaquer et qu'il a un droit à l'image par ailleurs sur son propre visage, on lui coupe la tête. Et donc, on montre des corps de paysans avec une tête de vache. Et on a le corps du paysan. Et donc, ou alors on a un paysan de dos. Regardez les journaux, c'est très intéressant de voir les journaux. Vous lisez Figaro ou Libération ou Parisien. Vous avez des gens qui ne sont que de dos, qui filent en roller à 180 à l'heure sur les trottoirs, ils sont tous floutés, ils sont tous avec des visages un peu écrasés, aucun n'est identifiable. Et l'air de rien, nous avons intégré cette façon de lire le journal. Si vous voyez un article sur les téléphones, par exemple sur les téléphones portables, est-ce que les téléphones portables sont dangereux ou non? Vous ne verrez plus jamais quelqu'un. Vous verrez un téléphone et vous ne verrez pas de marque. Vous avez vu un téléphone sans marque? Moi j'ai un téléphone avec des logos et on va dire de la publicité en quelque sorte intégrée pour le fabricant. Sur mon téléphone portable, il y a le nom du fabricant de l'appareil, il y a des tas de choses. Mais les téléphones, dans les journaux, sont sans marque, sont les seuls. Les journalistes ont photographié des téléphones qui n'existent pas, en retouchant. Donc, et on ne montre plus de gens qui téléphonent, parce qu'on pourrait donc penser qu'ils sont atteints d'une maladie, et donc ça serait une atteinte à la vie privée de celui que l'on montre, même en tant que mannequin. Et on ne montre pas de téléphone réellement existant, on enlève la marque parce qu'on pourrait donc incriminer la marque comme étant responsable des dégâts thérapeutiques qui seraient causés à ses utilisateurs. Résultat des courses, on a un téléphone tout seul, qui n'existe pas dans la réalité. Et ça, c'est dans un quotidien sérieux. Donc, vous avez d'un côté TF1 qui s'auto-censure, mais qui produit également des phénomènes de censure, avec le guide haute montagne, et de l'autre côté, par ailleurs, la presse écrite qui fait éventuellement des papiers sur la bêtise du journal de 20h et le fait que les journal de 20h est censuré, ou mis aux mains des politiques, et éventuellement que le président du CSA nomme, que les nominations du président de France Télévisions sont faites par le chef de l'État, etc., etc. Mais en réalité, le même journal qui vous raconte ça, dans le même moment, publie une photographie qui est totalement incohérente et qui n'a rien à voir avec la réalité. Et vous parle du présumé assassin. Tout ça mis dedans, je peux vous réciter les 420 textes, rassurez-vous. Vous devez l'avoir en mémoire, dans votre logiciel on va dire, de libre penseur, au sens véritable du terme. Et puis, vous devez considérer que la censure, ensuite, elle a pris des formes intéressantes, de façon contemporaine. La censure, elle passe d'abord et surtout par l'argent. Elle passe beaucoup moins par le fait de brûler en place publique un écrivain. Ça fait un moment que ça n'est pas arrivé. Donc,
Et c'est pour ça que vous avez la sensation qu'il n'y a pas tant de procès de censure, il n'y a pas tant de problèmes que ça, parce que finalement, on ne brûle pas assez d'écrivains, ou pas assez de journalistes. Comme on n'en brûle pas, vous avez la sensation finalement qu'on est dans une société libre. Et de fait, nous sommes dans une société plutôt libre. Mais néanmoins, elle est l'objet de 17 000 procès par an et de centaines de milliers d'autocensures. Sauf que cette autocensure, elle se traduit par les dommages et intérêts. Quand j'ai défendu Michel Houellebecq il y a 10 ans, 12 ans, quand je ne plus, parce qu'il avait tenu des propos sur l'islam qui étaient pour le moins, on va dire, maladroits, on va les qualifier comme ça, parce que juridiquement, ils n'ont pas été... J'ai gagné, c'est bien. Mais c'était très intéressant parce qu'on poursuivait un écrivain pour ses propos, et je ne juge pas sur le fond de ses propos. Vous l'avez compris, là je sors de ma robe d'avocat, et ce qui m'intéressait, c'est qu'on lui demandait 1 million d'euros de dommages et intérêts. On ne lui demandait pas l'interdiction de ses propos ou de son livre, mais on lui réclamait 1 million d'euros de dommages et intérêts. Et donc c'était intéressant parce que j'ai plaidé par exemple pour un écrivain qui s'appelle Luis Correcchi, qui avait écrit un livre qui s'appelait Il entrerait dans la légende. Alors c'est un livre qui se déroule en 2200 scénettes, plus ou moins, on va dire pornographique, parce que ça met en scène un serial killer pédophile. Alors autant vous dire que là, sur 2200 scénettes, et c'est façon 120 journées de Sodome, etc. Donc ça défile de scénette en scénette. Donc ça tue, ça viole, ça égorge, etc. à chaque paragraphe. On a été poursuivi par une ligue de vertu d'extrême droite. On a gagné, mais en attendant, on nous réclamait de l'argent. On ne nous demandait pas l'interdiction du livre. Oui, donc la censure moderne, elle ne demande pas nécessairement l'interdiction de ce qui passe, mais elle demande la condamnation des dommages et intérêts. Parce que les dommages et intérêts, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus blessant au sens de la bonne santé d'une entreprise de presse, d'édition, quoi que ce soit, que n'importe quelle autre mesure. Si vous demandez l'interdiction, d'abord vous avez un effet de scandale. On demande l'interdiction, et donc ça provoque tout de suite une levée de bouclier. Vous avez immédiatement une page rebond dans Libération, une page débat dans Horizon dans le Monde, débat dans le Figaro, et je ne sais trop quoi, il y a des gens qui s'enflamment sur Facebook ou ailleurs pour dire qu'on halte à la censure. Donc vous ne demandez pas l'interdiction, et puis si vous demandez des dommages et intérêts, fabriquer un livre, vous avez une idée de combien ça coûte de fabriquer un livre chez les imprimeurs? On fabrique un livre aujourd'hui pour, on va dire, entre 2500 et 4000 euros. Un roman de la rentrée, ça coûte ça à peu près, à fabriquer. À tirer à 5000 exemplaires, ça coûte 4000 euros, on va dire. Et en faisant un gros livre. Donc, ça coûte cher et pas cher. Ça coûte cher parce que c'est difficile à rentabiliser, hein. Il faut en vendre beaucoup. La marge sur chaque livre est assez faible, hein. Donc, pour l'éditeur, de ce qu'il touche en final. Et puis, ça coûte à la fois cher et pas très cher. Les dommages et intérêts minimum, c'est 10 000 euros. 10 000 euros, c'est facile à calculer, hein. C'est au minimum 2 livres et demi. Donc une condamnation à des dommages et intérêts, c'est au minimum 2 livres et demi. Un éditeur comme De Noël, chez qui je publie, fait 70 livres par an. Chaque procès, 2 livres et demi. Qu'on gagne ou qu'on perde, hein, quasiment, parce qu'il y a les frais, les honoraires, tout le monde va en appel, on va en cassation, on fait des recours et des recours, donc c'est au minimum 2 livres et demi. Je veux dire, quel que soit le score. Et même si le score est une condamnation, voilà, peu importe, de toute façon, ça coûtera de l'argent. Et ça coûte beaucoup plus cher, ça, qu'éventuellement d'avoir un livre interdit en bout de course. Vous avez vendu 500 000 exemplaires, puis on vous interdit le dernier livre. Par exemple, s'il y a demain matin, vous savez, il y a un best-seller qui vient de sortir, un best-seller qui est déjà un best-seller, mais qui était annoncé, qui s'appelle 50 nuances de gris. Vous voyez ce que c'est? C'est le truc un peu SM, qui est supposé de la littérature pornographique adulte. Pour mamie. Oui, en vérité, c'est mamie. C'est maman. C'est la littérature érotique pour maman, dans la version américaine. Donc on parle même sport. Et donc ce livre, je suis quasiment prêt à vous parier qu'il n'y aura pas de poursuite. C'est un livre qui dépasse largement les limites de ce qui est publiable en théorie. Mais il n'y a pas de poursuite. Si vous engagez des poursuites contre ce livre, ça veut dire que vous demandez, si vous demandez des dommages et intérêts, vous arriverez à... Les ventes sont tellement énormes de ce best-seller programmé que ça n'aura pas beaucoup de sens. Si vous demandez l'interdiction, vous en faites la publicité. Donc vous allez plutôt vous reporter sur un autre livre que sur celui-ci. Celui-ci, vous allez le laisser passer. Et en même temps, il y a un phénomène là qui fait que tous les éditeurs qui n'ont pas acheté les droits pour publier en français 50 nuances de gris essayent de se lancer sur le marché. Et donc il y en a un, j'en suis sûr, qui va se cogner un procès de la part d'une ligue de vertu. Le résultat, c'est que
Quand ça aura cogné, dans 1 an ou 2, sans que personne ne se soit indigné, parce que ce ne sera pas 50 nuances de gris poursuivi, mais un petit mauvais pastiche, je n'ai pas dit que le livre était bon, hein, mais un encore plus mauvais pastiche qui sera éventuellement condamné à 10 000 € de dommages et intérêts, ça ne vous fera pas vous indigner, parce que ce sera, on va dire, un filon commercial qui est suivi, et puis c'est un procès qui nous intéressera beaucoup, sur lequel il n'a pas marché, et qui aboutira à une condamnation dans 2 ans. Moi, ça m'intéresse parce que passer le moment donc, de phénomène de mode ou quoi que ce soit, dans 2 ans, ça veut dire que d'un seul coup, il faudra faire attention et que dans une